Bonjour et bienvenue sur l'internaute.com et ouestfrance.fr pour Direct Politique, votre émission politique sur le web. Notre invitée aujourd'hui est Marie-Lise Lebranchu, ministre de la Réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique. Bonjour Marie-Lise Lebranchu. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette invitation sur le plateau de l'internaute et de Ouest France. Michel Urvois, éditorialiste politique à Ouest France, est aussi avec nous. Bonjour Michel. Bonjour Benoît. Je vous rappelle rapidement le principe. Vous avez un peu moins d'une heure pour réagir pendant l'émission et poser vos questions à la ministre de la fonction publique sous votre vidéo ou sur les réseaux sociaux #DirectPolitique. Marie-Lise Lebranchu, François Hollande a été sifflé hier lors des cérémonies du 11 novembre. Il a été sifflé par des partisans d'extrême droite, mais aussi par des personnes qui avaient revêtu le bonnet rouge. Cela fait suite à un week-end où il y a eu plusieurs manifestations encore violentes et des destructions de biens publics. J'ai envie de vous poser la question, est-ce que le mouvement des bonnets rouges est allé trop loin ? Il faudrait lire l'éditorial de M. Urvois dans Ouest France ce matin. Je veux dire que c'est vrai que c'est quelque chose d'insupportable. C'est une dérive par rapport à la République. Je regardais, alors je ne sais pas si c'est juste, il faudra vérifier qu'on n'a pas vu ça depuis 1934, et période extrêmement difficile. Je pense que dans le mouvement des bonnets rouges qui s'est produit, me semble-t-il, aujourd'hui, et après avoir discuté avec beaucoup de gens ces 2 derniers jours, c'est une conjonction de manifestations, de manifestants, entre des gens qui viennent de perdre leur emploi, et c'est quelque chose de terrible, ceux qui vivent une crise grave, c'est Doux depuis 3 ans, des légumiers qui étaient dans un moment difficile parce qu'il faisait trop chaud, et puis la crise de l'abattage porcin et volailler. Sur les volaillers, et donc cette conjonction fait que d'une manifestation qui devait être, j'ai discuté avec des entre guillemets bonnets rouges de Pont-de-Buis, c'est la première manifestation hier, et ils me disaient qu'au fond il était hors de question pour eux d'une quelconque violence. Mais ils ont été eux-mêmes débordés par leur mouvement. Christian Troadec, le maire de Carhaix, qui est un des leaders des bonnets rouges, a condamné. J'ai vu Thierry Méret aussi a condamné, bien évidemment. Les événements d'hier, mais est-ce que le mouvement n'est pas en train tout simplement de leur échapper ? Le mouvement leur échappe. Enfin, c'est mon a priori aujourd'hui, c'est un mouvement qui leur échappe, parce que c'est un... Alors, je veux éviter tout jugement de valeur, bien évidemment. J'essaye de prendre un petit peu de recul. C'est un mouvement qui n'était pas très lisible politiquement. C'est-à-dire que vous aviez à la fois des entrepreneurs qui avaient dû licencier, des salariés licenciés, des le MEDEF avec les salariés, voire avec le NPA. Tout ça. Et c'est vrai que voir Thierry Méret et le NPA, quand on connaît bien la Bretagne, c'est un peu compliqué. Donc on voit bien que l'absence de messages clairs, de motivation claire, de manifestation, et il peut y en avoir, et je pense que la manifestation est plutôt un signe, effectivement, même si je ne suis pas tout à fait d'accord avec Ségolène Royal, est plutôt un signe de bonne santé. Mais là, ça a échappé parce que... Alors, on a Thierry, un internaute qui réagit, il évoque un nationalisme breton sous-jacent à ce mouvement. On parle aussi d'une récupération par ce qu'on appelle la droitosphère, un peu rapidement. C'est vrai qu'il y a des manifestants aussi de la Manif pour tous, du Printemps français, qui semblent s'associer d'une manière ou d'une autre au mouvement. Est-ce que le mouvement est récupéré ? Alors, il y a eu quelques jonctions dès le départ, les observateurs en étaient parfaitement conscients, parce que je l'ai aussi lu, entre un mouvement qui est un mouvement de difficultés socio-économiques, et puis quelques, par exemple la jeunesse bretonne, enfin quelques mouvements très nationalistes, très minoritaires en Bretagne, je continue à dire qu'ils sont très minoritaires en Bretagne, rejoints d'ailleurs par le GUD qui arrivait du 7e arrondissement, donc c'était quand même pas des Bretons. Donc il y a ce petit noyau, il y a une difficulté, me semble-t-il, et j'aimerais qu'il s'explique sur ce point, avec Christian Troadec, le maire de Carhaix, qui à la fois, et je pense, nous dit-il, d'une culture de gauche, mais... Il est dans la majorité, en théorie, M. Troadec. Dans la majorité en théorie, enfin il l'a quitté au conseil régional, c'était très compliqué, mais qui a créé un mouvement breton qu'il a voulu démocratique, mais très lié à la Bretagne de la langue, de la culture, mais de l'économie, donc tout ça est trop complexe. Malgré les promesses de Stéphane Le Foll, le mouvement des bonnets rouges appelle à nouveau à manifester. Qu'est-ce que vous pensez de cette nouvelle initiative? Est-ce que c'est la bonne méthode en ce moment? Ou est-ce qu'il ne faut pas une condamnation globale pour passer à autre chose? Moi, je pense qu'il faut passer à autre chose. C'est-à-dire que cette jonction de gens à messages politiques divers que j'ai dit tout à l'heure ne tient plus, puisque pour en avoir rencontré, les uns et les autres sont très gênés par rapport au nouvel appel.
Jean-Marc Ayrault, dès le départ, a dit pacte d'avenir pour la Bretagne, parce que sur 60 000 salariés de l'agroalimentaire, 2 000 sont très touchés par la crise et on espère moins de 3 000, bien évidemment, parce qu'il faut compter les induits. Donc on n'est pas au bout d'une histoire, c'est pas la sidérurgie de son époque, parce qu'on a encore la base d'une grande industrie agroalimentaire, donc on devrait plutôt remonter les marches. Et je pense que la négociation pourrait être de qualité. Elle est aujourd'hui abîmée ou entravée ou empêchée par ces mouvements. La crise et le pacte en lui-même, on va y revenir, mais en attendant, la révolte a aussi gagné d'autres régions, hein, jusqu'à Marseille, jusqu'au nord de la France, jusqu'à Lyon, jusqu'à Paris. On a vu des manifestations parfois violentes ce week-end. Il y a beaucoup de politiques à gauche, y compris, qui craignent une sorte de révolte générale. Est-ce que vous craignez cette contagion ? On craint toujours la contagion quand on est politique, hein, parce que c'est toujours la clé d'une grande difficulté. Mais moi, je pense aujourd'hui que cette contagion a été identifiée ce week-end. Et avec le mariage pour tous sur un périphérique, avec l'extrême droite dont une chaîne de télévision a bien analysé la présence, contrairement... Alors là aussi, parfois... on est choqué du fait que les journalistes n'aillent pas au bout des choses, mais bon, on n'a pas le droit de le dire, donc je retire ce que je viens de dire, pardonnez-moi. Mais c'est vrai que là, on a identifié ce week-end ceux qui surfent sur cette vague-là de manière désordonnée, mais volontaire et organisée chez eux. Je pense à l'extrême droite, je pense à... Donc il y a une vraie volonté de récupération. Il y a aussi les politiques qui surfent sur cette vague-là, parce qu'on a par exemple Malek Bouti qui appelle à un changement de Premier ministre. Qu'est-ce que vous pensez ça me dérange. Ça me dérange parce qu'il est parlementaire, il n'est pas, entre guillemets, militant de base, même si j'ai plus de respect souvent pour les militants de base que parfois pour d'autres. Mais je pense que c'est une erreur parce qu'à partir de ce moment-là, il dit haut et fort l'instabilité gouvernementale. Et je pense qu'un politique responsable ne dit pas haut et fort l'instabilité gouvernementale. S'il a quelque chose à dire, il a un parti politique, il a un groupe parlementaire, même s'il est apparent. Il a un parti politique et il doit s'exprimer auprès d'eux d'abord. Je pense que l'hyper-personnalisation de la vie politique, la recherche de la notoriété à tout prix ou à n'importe quel prix est un des plus grands dangers qui nous menacent au XXIe siècle. Voilà qui est dit. Mais il y a eu aussi Anne Hidalgo, il y a quelques jours, qui a demandé, elle, un remaniement gouvernemental. J'aimerais, et j'ai beaucoup d'estime pour Anne Hidalgo, et je pense que son combat est de qualité. Vous êtes assez proches oui, l'une et l'autre. Moi, je vous dis, sans langue de bois, je n'aurais jamais fait ça. Parce que ça n'appartient pas à la candidate à la mairie de Paris que d'appeler à un remaniement ministériel. En revanche, j'aurais attendu, et je pense qu'elle peut le faire, dire « je ne suis pas d'accord avec les options du gouvernement sur tel et tel point ». Ça, elle en a le droit. Hein. Mais je pense qu'entre sa liberté de parole, la nécessité pour elle d'avoir sa propre vision politique, et c'est important, elle aurait pu faire silence. Je pense à d'autres qui ont fait silence, tout en certainement ayant des propositions en tête. Revenons à la Bretagne, est-ce que ce climat, est-ce que ce talent pour se tirer des balles politiques dans le pied ne va pas faire le jeu du Front National, y compris en Bretagne, où il est historiquement plus faible qu'ailleurs? Quel est le pronostic que vous faites à cet égard? Oui, il y a un vrai danger, parce que si vous regardez bien les résultats électoraux en Bretagne, entre 2007 et 2012, vous voyez dans la Bretagne intérieure en particulier, il y a quelques communes littorales qui ont toujours voté Front National et on ne reviendra pas sur l'analyse des anciens marins, etc. Mais à l'intérieur de la Bretagne, Sizun, Bottmer, Saint-Sauveur, Lafeuillé, non, je retire Lafeuillé, pardonnez-moi, des votes qui sont multipliés par un nombre important. On passe de 7 à 80 votes. Pourquoi ? Des zones où le service public disparaît, où les perceptions ferment, où les guichets de banque pour avoir de l'argent liquide ferment, où il n'y a plus de médecins à proximité, etc. Je suis allée discuter avec ces gens sur place, avec ces citoyens, qui me disent on est abandonné. Donc quand des citoyens se sentent déjà abandonnés, et que vous avez un mouvement qui amplifie
ce sentiment d'abandon, c'est extrêmement dangereux. Vous allez jusqu'à redouter que l'esprit breton, enfin il n'est pas que breton d'ailleurs, on retrouve ça dans d'autres régions, mais cette capacité, l'esprit républicain, cette capacité à dépasser le conflit pour se mettre autour de la table, vous craignez que, et à être européen, il ne faut pas oublier ça dans l'Ouest. J'en veux à des gens comme, je suis franche, hein, j'ai dit sans langue de bois, alors allons-y, Marc Le Fur, ou bien donc, député UMP, chez moi, députée européenne, qui appelle à la manifestation Pont-de-Buis puis Quimper contre l'écotaxe, qui est fait générateur pour la députée européenne par l'Europe et par sa majorité, pour Marc Le Fur, même s'il n'était pas d'accord, par sa majorité, qui en appelle à la rébellion, parce que cette manifestation avait un petit air de rébellion. Attention, il y avait sans doute 90% des gens qui manifestaient pacifiquement, mais on savait avant qu'il y aurait des difficultés, puisque Pont-de-Buis avait montré la violence. Donc moi j'en appelle aussi à tous ces républicains en leur disant attention, on a besoin bien évidemment de se heurter au nom de nos partis politiques, de nos engagements politiques, de nos différences de vision de la France et du monde, mais on ne se heurte pas dans la rue, on se heurte à partir des votes qui vont intervenir ici ou là. Sur le plan économique, la Bretagne se portait plutôt mieux que les autres régions. Le taux de chomage y est toujours d'ailleurs inférieur. Il est toujours meilleur. Est-ce qu'il s'est passé, est-ce qu'il y a une inversion, est-ce qu'il y a une cassure économique, ou est-ce qu'il y a un type d'industrie qui est beaucoup plus exposé à la crise que d'autres? Vous avez raison de poser cette question comme ça, parce que moi j'avais bien lu le rapport d'un économiste qui s'appelle M. Boileau, qui avait été appelé d'ailleurs par les producteurs de porc en Bretagne, qui sont extrêmement d'ailleurs organisés et font de la prospective, il faut les saluer. Et ce rapport donc fait juste après la 2008-2010, après la crise, le cœur de crise qui est 2008-2010, expliquait qu'à partir de 2012-2013, on aurait le contre-coup de la crise sur l'agroalimentaire. Et ces arguments étaient de qualité, mais c'est ajouté à ça quelque chose de fort qui est une opposition avec l'Allemagne et son absence de SMIC. Je suis allée devant les salariés de chez GAD pendant une grosse demi-heure discuter avec eux. Directive des travailleurs détachés, SMIC allemand. En plus, ce modèle de qualité qui a, je vous dis, 60 000 emplois et donc heureusement encore peu de touchés, qui peut générer 300 offres d'emploi pour les salariés de chez GAD, a cette impression et cette réalité que une concurrence européenne mal conduite, mal menée, c'est pour ça que je vois Martin Schulz, président du Parlement européen tout à l'heure, peut conduire à avoir plus de dégâts qu'on en aurait, entre guillemets, normalement. Mais comment se fait-il que les poulets de Loué dans la Sarthe ou que Fleury-Michon en Vendée s'en sortent mieux ou même bien, alors que d'autres en Bretagne... Sur une crise comme celle-là, il faut toujours chercher les niches qui permettent d'éviter les coûts marginaux, etc. Enfin, je ne vais pas faire de la pseudo-économie, mais il est important d'avoir des niches de qualité. Nous en manquons. Mais c'était un choix, Tilly-Sapco, d'où que de viser un marché Moyen et Proche-Orient, un marché du poulet export, congelé, marché de masse, depuis 25 ans, puisque ça a commencé il y a à peu près, même 30 ans. Et c'était un marché extrêmement ouvert, dont la concurrence brésilienne a été mésestimée, économiquement parlant. Donc, une niche, mais une niche qui a vécu grâce à l'Europe, et la Bretagne doit beaucoup à l'Europe. Il ne faut jamais l'oublier en termes de politique agricole commune, et des subventions publiques pour aider à mettre, non pas à égalité, mais à se heurter loyalement, économiquement, avec les Brésiliens en particulier ou d'autres. Et je pense que c'est ça l'erreur. C'est qu'à un moment donné, on attend les restitutions ad vitam aeternam. Il n'y a pas de restitution ad vitam aeternam. Les subventions à l'exportation. Donc c'est la faute aux industries, la responsabilité des industriels. Non. Alors, oui et non. Il y a toujours une responsabilité des industriels. Les industriels ne peuvent pas nous demander la liberté, nous dire qu'ils sont totalement irresponsables et liés à des décisions politiques. Donc on sait tous qu'il y a une part de responsabilité, il y a une part de négociation au niveau européen. On savait tous depuis plusieurs années, puisqu'il ne restait que 2 grandes entreprises qui avaient des subventions publiques à l'exportation, qu'on aurait ce problème. Et qu'on n'aurait pas le droit
de remplacer les subventions européennes par des subventions nationales. Justement, on a Flavie qui vous demande, est-ce que les élus locaux dont vous faites partie, comme Jean-Yves Le Drian, ministre de la Défense et ancien patron de la région Bretagne, est-ce que vous n'avez pas, vous, élus locaux, une part de responsabilité? C'est ce qu'elle vous demande. Un élu a toujours une part de responsabilité, mais l'industriel aussi. Nous, on a essayé de faire passer les messages depuis longtemps. Et les messages ont été entendus par certains, y compris Tilly Sapco essaye de trouver un autre marché avec de la découpe, des petits poulets sous sachet que vous connaissez, etc. On cherche des niches. Mais il y a parfois aussi une difficulté pour l'élu local à dire attention, il n'y aura plus de subventions publiques en 2013 pour l'export. Qu'est-ce qu'on fait ensemble? On a proposé des financements, des investissements. Est-ce qu'ils ont été faits suffisamment? Je ne sais pas. Mais je voudrais aller jusqu'au bout des choses parce que la franchise, j'espère, me caractérise. Je pense qu'il n'y a pas eu d'alliance objective économique entre Tilly Sapco et Doux. Il y a plutôt une opposition permanente qui fait que nous, les politiques, on a eu du mal à aborder le sujet de manière construite et raisonnable. Vous parliez des subventions européennes qui ont porté ce secteur et qui malheureusement vont se terminer. N'empêche que le ministre de l'Agriculture, Stéphane Le Foll, vendredi dernier à Rennes, a dit qu'il était temps de construire des filiales agricoles sans aide à l'exportation, tout en continuant à financer, entre guillemets, ses productions. Il a annoncé 1 milliard d'aide au secteur. On a Philippe, là, qui a réagi cette semaine. N'arrive-t-on pas au bout d'un système porté par les investissements publics nationaux? Est-ce qu'il ne faut pas tout simplement arrêter les aides? On pourrait faire ça et laisser tomber les entreprises. On a énormément de salariés, de savoir-faire, de capacité à produire, de meilleure qualité, je suppose, j'en suis certaine même pour les années à venir. Moi, je pense que ce qu'il faut faire, c'est permettre le glissement, c'est-à-dire la naissance de ces niches. Et quand Jean-Yves Le Drian est arrivé président en 2004, on avait dit 1 euro pour la tradition, c'est-à-dire pour le modèle, 1 euro pour le bio et les nouvelles niches. Je pense qu'il faut continuer comme ça. On a besoin d'aider à investir. Je suis allée à l'intérieur, bien évidemment, de beaucoup d'entreprises. Comme le coût est assez lourd de ces entreprises-là et que les marges sont assez faibles, il y a eu peu d'investissement. Stéphane Le Foll dit « Ok, moi je mets de quoi investir. » Est-ce que ça va être contrôlé, cet argent public? C'est forcément contrôlé puisque ce sont des dossiers d'investissement. Et je vous rappelle que pour les grands groupes, parce qu'il y en a aussi qui dirigent un certain nombre de nos entreprises, il y a l'obligation d'avoir désormais des salariés au conseil d'administration. Mais je pense qu'y compris au niveau des comités centraux d'entreprise, l'utilisation de l'argent public doit faire objet de rapport. Mais investir, chercher des nouveaux marchés, suivre tout ce qu'a fait Nicole Bricq pour l'aide à l'exportation, rationaliser les outils y compris public, parce qu'il y a tellement de gens qui s'occupent de l'internalisation et de l'exportation que parfois c'est difficile. Moi, j'ai reçu quelques chefs d'entreprise, je le fais pour toutes les régions de France, pour me dire quelles sont les rationalisations les plus urgentes à faire. Bref, mettre les chambres de commerce à côté des chambres d'agriculture. Il y a beaucoup de travail à faire, mais je pense que sur l'investissement pour de la qualité et de la recherche de niche, en même temps qu'on développe les marchés courts, mais sans jamais mentir. Les marchés courts, c'est-à-dire ce que les Bretons, pardonnez-moi l'expression, mangeront de leur économie agroalimentaire, ne permet pas de garder les 60 000 emplois. Donc il faut qu'on soit extrêmement conscient du fait que les marchés courts doivent avoir leur place, avec de la haute valeur ajoutée, mais que l'exportation reste pour nous un fleuron. Et vous êtes en train de nous dire qu'il faut continuer à se situer sur un marché de masse tout en innovant dans de nouvelles niches? Je pense, ça vous savez, je dis toujours, abritons-nous derrière la crise de l'artichaut, la crise du chou-fleur, la crise de l'œuf. Quand vous êtes en pleine période de crise, ce qu'il faut, c'est trouver 2, 3, 4% de production qui soit sur une niche pour pouvoir équilibrer l'autre marché. Avec les contraintes environnementales et les contraintes sociales qu'on veut garder, je pense qu'on a encore une place à l'exportation. Et pourquoi? Parce qu'en 2030-2050, ce monde qui est devant nous va manquer de protéines. Nous allons être obligés de faire une révolution agroalimentaire en Bretagne. Pourquoi? Parce qu'on ne pourra plus importer de la protéine végétale pour la transformer en protéine animale. Moi, en tant que ministre de la décentralisation, je dois protéger la terre agricole comme un bien précieux. Le ministre de l'agroalimentaire doit entraîner les agriculteurs bretons à se projeter sur cette demande de protéines qui va arriver, tout en préservant l'environnement et en ayant un équilibre entre action publique européenne, action publique européenne transférée, n'oublions pas, transférée aux régions pour une part, action publique d'État et action publique locale. Et je pense qu'on est capable de relever le défi si on reste serein
et en aidant bien évidemment ceux qui sont en difficulté aujourd'hui. Malgré le milliard annoncé par le ministre de l'Agriculture, l'écotaxe reste la revendication centrale du mouvement des bonnets rouges. Vous croyez vraiment qu'on redressera les portiques? Vous croyez vraiment, comme le dit Frédéric Cuvillier, le ministre des Transports, que cette écotaxe se fera? Alors j'ai regardé ce qui se passait en Bretagne, bien évidemment. J'ai regardé ce qui se passait en Aquitaine, en Bretagne Alsace, et ailleurs. Là, on est national. En Bretagne, on dit non à l'écotaxe. Périphicité, il n'y a pas de grands camions en dehors de ceux qui montent sur les bateaux de la Brittany Ferries et personne ne veut qu'ils ne montent plus. En Alsace, on nous demande l'écotaxe parce que c'est une région qui est traversée sans fin et sans valeur ajoutée par des camions. En Aquitaine, j'ai vu que certains, et dans les Landes, commençaient à demander la même chose en disant notre grande voie des Landes, qui n'est pas une autoroute, est encombrée de camions nord-sud. Est-ce qu'il n'est pas temps? Il faut un statut spécial de la Bretagne pour l'écotaxe? Non, il faut regarder point par point, région par région. Il ne faut pas régionaliser la taxe. Mais est-ce que les transports en camion sont toujours une nécessité absolue? Est-ce qu'on peut faire autre chose? Est-ce qu'on peut continuer à développer les lignes Santander, Plymouth, Santander, Roscoff, etc., Bilbao, Saint-Malo, en bateau? Est-ce que l'autoroute maritime n'a pas été inventée depuis longtemps et n'est pas soutenue? Est-ce qu'il faut mettre un peu plus d'argent sur nos plateformes rail-route? Saint-Martin-des-Champs, créé il y a 25 ans, non utilisé, jamais utilisé par les transporteurs et qui va rouvrir. On a un tas de questions à se poser. Ce qu'il nous faut, c'est de la sérénité. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas la sérénité puisque le contrat EcoMove et ces portiques anxiogènes ont balayé la sérénité que j'espère retrouver d'ici peu de temps. Marie-Lise Lebranchu, on a évoqué la question de la régionalisation, il y a aussi la question de la sectorisation de cette taxe. On a beaucoup de revendications sur est-ce qu'il faut exonérer les produits agricoles, par exemple, ou est-ce qu'il faut la faire peser, entre guillemets, sur les distributions. C'est ce que veut notamment Pierrick Massiot, qui est le président de la région Bretagne aujourd'hui. C'est l'idée du bas de facture. C'est-à-dire qu'un petit peu comme la TVA, vous savez, je dis toujours, la TVA, elle coule du producteur de la matière première jusqu'au consommateur final. Et consommateur final, c'est pas rien. In fine, quoi qu'il arrive, c'est lui qui va payer une part. Une part pour les produits locaux, français, etc. Est-ce que c'est un moyen de rééquilibrer les choses entre l'importation? C'est aussi tout ça qu'il faut qu'on regarde. C'est qu'il faut qu'on analyse de très près cette écotaxe. Beaucoup la voient pour un certain nombre de produits en bas de facture et couler effectivement jusqu'à la distribution. Donc c'est une question qui est sur la table. En dehors des grands trafics, et moi je posais la question récemment, souvenez-vous, on a privatisé les autoroutes. C'est une grosse erreur, mais elle est faite. Elle est faite. Est-ce que sur les péages, on peut avoir aussi une part écotaxe? Enfin, toutes les questions, je la pose personnellement, elle n'a pas été posée au niveau du gouvernement, toutes les questions doivent être posées. Est-ce qu'on fait une différence entre les grands trafics de l'Espagne du Sud jusqu'à la Grande-Bretagne qui traversent la France avec des difficultés de coût pour chaque citoyen qui paye les routes, etc. etc. Est-ce que l'agroalimentaire doit être de côté? Je voudrais interroger aussi la ministre de la réforme territoriale que vous êtes. Est-ce qu'il n'y a pas quelques paradoxes à voir débarquer un envoyé spécial de Matignon pour régler la question bretonne? Est-ce que finalement les collectivités n'ont pas suffisamment de pouvoir budgétaire, économique, réglementaire pour régler elles-mêmes, peut-être pas tout, mais au moins une partie de leurs problèmes? Elles ne peuvent pas tout régler. La Bretagne ne peut pas porter seule, par exemple, l'arrivée de la LGV jusqu'à Rennes. Elle ne peut pas porter seule l'infrastructure ferroviaire et routière dont elle a besoin. Et si on mettait cette barrière au bout, on serait en grande difficulté. En revanche, l'intérêt d'avoir quelqu'un, c'est de faire une médiation positive et politico-économique, j'ai envie de dire, entre l'action de l'État, la gestion à venir le plus tôt possible quand le texte de loi sera voté des fonds structurels européens et les fonds en particulier de la région Bretagne. Et je pense que Pierrick Massiot est maintenant, ça ne se voit pas peut-être suffisamment, au cœur du dispositif. Et en lien avec Gilles Requenot, qui a été nommé pour cela, il a été nommé pour faire le lien entre ce qui peut être fait, une niche par exemple, biotechnologie. Prends ça concerne biotechnologie végétale pour les légumes, le centre de Ploufragan pour les protéines animales ou la biotechnologie marine.
Qu'est-ce que fait l'État? Qu'est-ce que fait la région? Comment on utilise les crédits européens? Comment on fait ensemble un choix de priorité dans un pacte d'avenir? Voilà, mais ça c'est un travail de coordination. Mais quand on regarde par exemple ce que sont les régions françaises par rapport à d'autres régions, si on regarde les budgets de nos régions par rapport aux Länder allemands, on est dans un rapport de 1 à 12 ou à 13 ou à 15 voilà, en termes de capacité économique. Pas seulement de capacité économique, parce qu'on ne compare pas les budgets, et je suis désolée, mais je n'ai pas pris ces références-là, je le ferai. La capacité économique d'une région par habitant dans les Länder, et une capacité économique d'une région comme la Bretagne. Les Landes font bien autre chose que gérer l'économie. Ils ont y compris des banques qu'ils doivent gérer. Justement, etc., donc etc. ça veut dire qu'il y a une proximité entre les moyens et les besoins. Voilà, mais quand vous regardez le système OSEO, BDPME, qui est né comme ça, et un système très lié aux régions en France, on n'est pas loin des banques des Länder. La seule chose, c'est qu'on n'a pas de souci. Il y a 2 banques des Länder qui vont pas bien. Nous, on n'a pas ce souci-là, plus la BPI et la régionalisation de la BPI. Je pense que c'est sur l'aspect régionalisation de la BPI, peut-être qu'il faut être plus travaillant avec Arnaud Montebourg et Pierre Moscovici, sur le fait que les instances de décision qui ont besoin de contrôle sont quand même très fortes en région. Et avec la formation, pardonnez-moi, professionnelle qui arrive comme une grande compétence, très demandée par les entrepreneurs, pour une adéquation entre l'emploi et la formation, mais aussi pour donner à tous les jeunes de France une chance de pouvoir avoir la carrière dont ils rêvent, je pense que là, les régions sont en train de tenir ce qu'il y a de plus important, enseignement supérieur, recherche en lien avec l'État. Personne ne veut prendre totalement les universités en charge, c'est pris dans d'autres pays du monde parce que c'est peut-être trop lourd. Alors, enseignement supérieur, recherche, connaissances, formation professionnelle, lycée, c'est beaucoup. On arrive sur la question de la décentralisation et ça tombe bien parce que je voulais quand même qu'on aborde les réformes en cours. Alors on a un projet de loi de modernisation de l'action publique territoriale qui termine son parcours au Parlement. Il ne dit rien encore sur le nombre de communes ou sur le nombre de départements. C'est ce que beaucoup remarquent. On a un internaute qui nous dit: quand la ministre de la non-réforme de l'État compte-t-elle s'attaquer à une vraie réforme de l'État? Moi, je suis toujours surprise de ça, parce que quand je rencontre les personnes, les citoyens sur les territoires, ils veulent garder leur commune, toujours. Quand je parle de supprimer les communes, c'est terrible. En revanche, on oublie le mouvement de l'intercommunalité, c'est-à-dire la mise en commun par les communes de leurs moyens jusqu'à 80% des compétences est vraiment un mouvement qui est bien parti, avec un fonds de péréquation. Supplémentaire. Avec un fonds de péréquation. Moi, je suis prête à faire un référendum sur la suppression des communes et je vous dis, ce serait, alors là, ce ne serait pas des bonnets rouges. On l'a déjà fait pour l'Alsace. Voilà, on a beaucoup d'internautes qui parlent de l'échec du référendum en Alsace, qui montrent la difficulté de fusionner effectivement les entités. Rappelez-vous l'histoire des plaques minéralogiques. Gilles vous demande comment diminuer intelligemment les instances inutiles. Faudra-t-il la dictature? Alors c'est un petit peu provocateur évidemment, mais il y a aussi l'ENA d'un autre côté qui dit qu'il faut laisser la parole au terrain et respecter le souhait des citoyens. Et d'un autre côté, on a PG, je ne sais pas si c'est pour parti de gauche, mais en tout cas qui dit pour supprimer les départements et fusionner massivement les communes, pourquoi pas un référendum? Comment on fait? Quelle méthode on adopte? Alors, moi je pense que le 21e siècle va être aussi compliqué que le 20e siècle et que vous allez avoir une Europe qui va changer, le monde qui va changer. On parlait des niches économiques, mais aussi les équilibres sociaux, le SMIC européen qu'on attend, enfin un certain nombre de grands sujets. Et je reste persuadée aujourd'hui qu'il nous faut la société du contrat entre les collectivités territoriales. Je me bats depuis 5 ans maintenant, quelques mois au gouvernement pour dire, est-ce que les collectivités territoriales peuvent être majeures? Oui. Est-ce que la région, les départements, les agglomérations peuvent se mettre d'accord sur le qui fait quoi tous les 5 ans? Oui. En gardant une possibilité d'évolution, d'adaptation au territoire, parce que la Bretagne, c'est pas comme l'Aquitaine et c'est pas comme Nord-Pas-de-Calais. Et si moi je fais quelque chose de brutal et d'unique, je ne prends pas en compte la diversité des territoires. Et j'ai beaucoup de mal, parce que je dis que dans cette conférence territoriale de l'action publique, l'État doit être là pour déléguer des compétences. Est-ce que je peux déléguer la gestion de tel ou tel type d'enseignement supérieur dans une région? Peut-être. Est-ce que je dois déléguer les dossiers de l'eau à la Bretagne? Sans doute. Vous êtes en train de nous dire qu'il faut faire du cas par cas? Je pense qu'on ne peut pas traiter l'Île-de-France, 33% des bases de la CVAE, des bases économiques actuelles, l'ex-taxe professionnelle, contre 17% avant, comme je traite la Bretagne, comme je traite l'Alsace, comme je traite la Corse ou comme je traite Nord-Pas-de-Calais. Et je pense qu'on doit avoir ce courage.
Oui, quand vous dites ça, moi j'ai l'impression que c'est le résultat de lobbies qui se sont tous jetés sur vous pour garder leurs prérogatives, les départements, les communes, les régions, qui sont autant d'associations. Le projet de loi d'ailleurs a été divisé en 3, il faut le rappeler, hein, on a 3 projets de loi qui vont se succéder. Et on a l'impression que le résultat de ça, c'est que tout le monde va continuer à faire de tout. Non, parce que moi ce que je veux, je n'ai pas réussi au Sénat, mais je ne désespère jamais. Ce que je veux, c'est que une compétence dont la gouvernance n'est pas claire au niveau de la conférence territoriale de l'action publique entraîne le fait que les cofinancements ne seraient plus possibles. Je veux dire qu'à un moment donné où il faut faire confiance, faire un appel à la rationalité, à la responsabilité, il faut dire si vous ne voulez pas, alors il faut trouver une... Alors là, effectivement, j'en entends, j'ai envie de vous dire, comme beaucoup, j'en prends plein la figure, sur cette position, je ne parle pas comme un ministre et vous m'en pardonnez, mais c'est vrai que là, j'ai le point, à mon avis, un point de tension, parce que le cofinancement arrange. Vous allez tenter de mettre cette disposition dans la loi, la loi qui termine son parcours là actuellement. À l'Assemblée nationale, au retour à cette disposition y est. Au Sénat, elle n'y était pas. De la même manière que quand on décide de faire des métropoles, il faut que ce soit tout de suite, de façon automatique, et qu'on ne passe pas 15 ans à voir comment on les fait. C'est pour ça qu'on a fait Paris, Lyon, Marseille, et que c'est difficile, mais que je tente, j'espère aller jusqu'au bout. Je pense qu'il y a un moment donné où il faut dire modernisation de l'action publique, vous en appelez à l'État, vous demandez confiance et responsabilité, il y a une contrepartie à la confiance et à la responsabilité, c'est la simplification, mais c'est aussi l'économie d'argent public. Donc, vous demandez la fin des cofinancements pour les compétences qui n'auraient pas encore été attribuées à l'une des collectivités. Je mets de côté la culture, le sport, la vie associative, il y a des choses comme ça qui dépendront toujours des uns des autres. Et heureusement, et personne... Le tourisme alors, sur le tourisme, par exemple, j'ai eu un débat incroyable. Et moi, je pense aujourd'hui qu'on aurait pu faire mieux. L'image, le marketing, comme on dit aujourd'hui, enfin, comme on disait au XXe siècle, l'image, les régions, l'appel à tourisme, l'hébergement, c'est quelque chose de proximité. Comment je répare un camping, comment je fais un village vacances, comment j'aide à 2 étoiles à les garder, etc. Ça, c'est pas un dossier régional. Donc je pense qu'il faut qu'on puisse écrire ça. J'ai beaucoup de mal, mais je vous dis, je ne désespère jamais. Vous avez scindé en 3 votre projet. Est-ce que vous pouvez être précise aujourd'hui sur le calendrier de la réforme, des réformes? Parce que le projet de loi Allure de Mme Duflot, qui est essentiel pour les mètres carrés précieux agricoles dont je parlais tout à l'heure, et de protection, prend plus de temps que prévu. Moi, j'espérais passer. Donc, je vais finir là le projet de loi numéro 1, qui était l'essentiel, parce que c'est les chefs de file. Les fonds structurels européens sont dedans pour les régions. Ensuite, sur le 2, c'est-à-dire affiner les compétences des régions et des départements et garder à chacun un chef de file écrit, décrit, signé, j'ai envie de dire. Donc ça, ce serait quand à peu près Alors, j'espérais janvier, je ne suis pas certaine d'y arriver parce que le projet de loi de Mme Duflot risque de prendre le temps. Et après, vous savez qu'on a une pause obligatoire parce que... Alors, il y a des élections. Voilà, et j'aimerais à ce moment-là, si c'est ainsi, rapprocher le 2 et le 3, essayer de les faire passer ensemble. Ce serait peut-être une bonne idée. À l'automne. Il nous reste... pas à l'automne, j'aimerais bien démarrer avant. Bien avant. Il nous reste un peu moins de 5 minutes et on n'a pas encore parlé de la fonction publique, donc on va devoir avancer. Vous avez présenté en juillet un projet de loi sur le statut des fonctionnaires. Alors d'abord, où en est ce texte après ces quelques mois? Et on sait qu'un rapport sur la fonction publique a été remis au gouvernement par le conseiller d'État Bernard Pêcheur le lundi 4 novembre, soit plus de 3 mois après votre projet de loi. Est-ce que les choses ont été faites dans le bon sens? Oui. D'habitude, c'est le rapport d'abord, la loi après. Je vous ferai remarquer, pardonnez-moi, que on a passé ce projet de loi en Conseil des ministres, en même temps que j'ai écrit, Bernard Pêcheur faisait son travail, et donc il devait y avoir convergence et peut-être assouplissement du statut si le besoin s'en fait sentir. Or, le rapport de Bernard Pêcheur montre que ce n'est pas le statut qui pose problème pour faire évoluer la fonction publique. Donc, au contraire, lui, il pense que les valeurs républicaines doivent être portées en impartialité, en loyauté, en laïcité par des fonctionnaires. Donc, on garde le statut pour les 3 branches, l'État, les collectivités territoriales et la santé. En revanche, il souligne à quel point il y a 1700 régimes indemnitaires, il y a des échelons, il y a des grades, il y a des passerelles qui ne se font jamais, à quel point il faut qu'on remette à plat notre système pour avoir des gens qui ont un bon parcours professionnel, qui soient mieux dans leur boulot et mieux dans le service rendu. Et
est plus adaptable au changement du monde. C'est-à-dire, comment on fait pour que nos fonctionnaires retrouvent d'abord une dignité, une confiance qu'ils avaient perdue, il faut le dire. Alors, juste pour répondre à ma première question, le projet de loi, il va arriver au Parlement quand on peut. Franchement, même réponse que sur la... Franchement, là, c'est quand on peut, ça dépendra des urgences. Mais le fait de l'avoir, entre guillemets, écrit, c'était très important pour ce signal. Et j'espère pouvoir le passer. Si je pouvais le passer en début d'année, je le ferai. En attendant ces réformes, beaucoup d'internautes, dont Chantal, posent la question: quand allez-vous revaloriser les salaires ? Alors, je ne peux pas revaloriser les salaires de la fonction publique. Alors, d'abord parce qu'il y a 1700 régimes indemnitaires, donc il y a des régimes indemnitaires qui augmentent, il y a des points indiciaires qui changent, il y a des carrières qui changent, et ça, c'est un vrai gros souci. Donc, et j'ai choisi, du coup, avec bien sûr l'appui du Premier ministre, puisque c'est lui qui en a décidé, d'augmenter les catégories C, c'est-à-dire les plus bas salaires. La France a besoin de fonctionnaires dignes, et être digne, c'est ne pas être scotché tout le temps au plus bas salaire lorsqu'on a des emplois importants. Je dis toujours, qui garde les grands-mères la nuit dans les EHPAD? Il faut y penser. À 1100 € par mois, ce sont des boulots essentiels à la France. Donc les catégories C, y compris techniques, sont augmentées. Et puis, les autres vont attendre. Donc, pas d'augmentation du point d'indice dans les années à venir. Alors, je ne sais pas si parce qu'il est gelé depuis 2010 déjà. Depuis 4 ans. Oui, ça fera 4 ans en 2014. L'idée, c'est qu'au printemps, on discute des rémunérations et des parcours professionnels. On aura commencé le travail avec Bernard Pêcheur et on regardera par quelle voie, effectivement, on dit à nos fonctionnaires, oui, vous avez le droit à la garantie du pouvoir d'achat comme les autres. Et j'ai d'ailleurs volontairement reculé d'1 mois l'augmentation des catégories C pour que la garantie du pouvoir d'achat soit versée en amont. Je n'oublie pas qu'il y a 1 650 000 fonctionnaires concernés et que la grande majorité dans les collectivités territoriales. Et au moment où on enlève 1,5 milliard aux collectivités territoriales pour participer à l'effort général, je fais attention, même si les départements ont récupéré une enveloppe conséquente de 827 millions d'euros, quand même, il faut le rappeler, je fais quand même attention à la situation des collectivités territoriales. Un autre internaute, Nerebis, vous demande, dans un souci d'égalité entre secteur public et privé, quand allez-vous établir les 3 jours de carence pour arrêt de travail pour les fonctionnaires et les 25 années de cotisation pour le calcul de la retraite? Ça obligerait, si on fait cette égalité, à dire que 77% des salariés du privé perdraient leur jour de carence, qui est couvert aujourd'hui par des systèmes de prévoyance d'entreprise, et 47% des salariés du privé des petites entreprises les perdraient aussi. Est-ce qu'on veut ça? Vraiment? Et à ce moment-là, je peux vous dire qu'on met le feu en France. Donc l'alignement, c'est que le fait que dans la fonction publique, il n'y a pas de complémentaire santé et il n'y a pas de régime de prévoyance avec des parts patronales. Et si on me demande d'aligner le public sur les privés, alors je serai obligé de faire comme dans les privés, des complémentaires santé, l'accord patronat-syndicat a été signé avec une complémentaire santé, et je serai aussi obligé de mettre en place des contrats de prévoyance. Et ça, c'est beaucoup plus lourd que le système qu'on a aujourd'hui, où effectivement les fonctionnaires n'ont pas de protection, autant de protection que les salariés du privé. Ils ont une protection en revanche qui est majeure, et là je l'entends, c'est la garantie de l'emploi. Donc pas d'alignement possible de toute façon. Non, parce qu'en plus, ça fait partie d'un tract, ça devient une sorte de tract politique anti-fonctionnaire, alors que je pense que les salariés du privé ont intérêt à ce qu'on n'augmente pas trop la dépense publique, et y compris sur ces chapitres-là. Et je pense aussi que chaque salarié du privé doit savoir qui dans sa vie lui permet de travailler, halte-garderie, école maternelle, enseignant, voirie. Il y a une sorte de frottement qui est organisé et qui n'est pas serein et qui rejoint un certain nombre de mouvements dont on a parlé au début de l'émission. Ce sera le dernier mot de cette émission, Marie-Lise Lebranchu. Merci beaucoup d'être venue sur ce plateau. Merci Michel. On n'a pas pu aborder toutes les questions qu'on souhaitait malheureusement aujourd'hui. Pardon à tous les internautes qui ont posé une question et qui ne l'ont pas entendue à l'antenne. Je vous rappelle que la semaine prochaine, exceptionnellement, ce sera lundi à 16h, nous recevons Luc Châtel, ancien ministre de l'Éducation, sur ce plateau. D'ici là, restez connectés.